Bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti une vidéo. 1 an à peu près. Parce qu'on avait vraiment envie de faire celle-ci, qu'on n'a pas trop de temps et qu'on n'a pas encore d'éclairage décent, on va changer un peu, vous ne verrez pas nos têtes. Le reste ne change pas, un personnage méconnu et une vie qui vaut le détour. Et aujourd'hui, on va vous présenter Sacagawea. Non, Sacagawea. Non, Sacagawea. Oui, ou alors Sacagawea. Ouais bon ok, c'est celle-là. Hein. Bon visionnage. En 1803, Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, achète la Louisiane aux Français et double son territoire. Il gagne ainsi un accès royal à la façade ouest et à l'océan Pacifique. Malgré cela, il reste le nord-ouest du territoire à explorer, à cartographier et à aller à la rencontre des peuples autochtones. L'existence d'un passage fluvial entre l'est et l'ouest qui passerait par les Rocheuses a déjà été empruntée par des trappeurs, mais jamais il n'a encore fait l'objet d'études approfondies. Le président Jefferson parvient au terme d'1 an d'efforts à convaincre le Congrès de mettre sur pied une expédition visant à trouver et baliser ce passage d'une importance capitale. Il confie la tête de l'expédition à son secrétaire particulier, Meriwether Lewis, un ancien capitaine de l'armée, et William Clark, un autre ancien militaire qui connaît la navigation fluviale et la géographie. Lewis et Clark les connaissent bien les Amérindiens. En effet, les deux larrons se sont connus 10 ans plus tôt à la bataille de Fallen Timbers, qui opposa la toute jeune armée américaine à une confédération amérindienne et les écrasa sans souci ni remords. Lewis et Clark montent une troupe d'une 30aine de gars super badass. Un peu moins badass. Voilà. En gros, un mélange musqué et musclé de soldats, de trappeurs, d'aventuriers et de chasseurs qui partent du camp du bois, en empruntant tout d'abord le Missouri et en le remontant jusqu'aux Rocheuses. Ils rencontrent des tribus indiennes, se font des échanges de cadeaux, se transmettent des maladies rigolotes comme la variole, la dysenterie... T'as une manière de présenter le truc, toi ? Toujours avoir l'esprit marketing. Ceci était un trait d'humour. En fait, c'était moins marrant. Majoritairement, les Indiens offraient des cadeaux et les Blancs leur filaient de l'alcool, des maladies pas rigolotes et des fusils. On n'est pas d'image enfant parce que c'est bien assez horrible. Pendant la première moitié du voyage, nos valeureux explorateurs ne veulent pas vraiment se frotter au jeu labyrinthique des alliances entre tribus et forces en présence dans le coin, et cela joue plutôt discret pour éviter les mauvais coups. Pour faire simple, les États-Unis peuvent pas vraiment piffrer les Anglais qu'ils viennent de mettre en échec avec leur indépendance récente, mais sont en paix avec eux depuis 1783. Permet bien sûr, parce que les Anglais ne sont pas réputés pour être des tendres à la guerre. La Louisiane, nouvellement américaine, a été française pendant près d'un siècle. Rajoutez à ça les Espagnols, qui ne sont pas loin, et pas franchement des alliés. La situation en Europe, avec la Révolution française qui chamboule les cartes de la géopolitique, et au milieu de tout ça, les Amérindiens. Les Amérindiens ne sont pas un unique peuple, pas du tout en fait. C'est aussi réducteur de dire que tous les Européens sont de la même culture. Rien que dans la région qui nous intéresse, à savoir le nord-ouest, pour ceux qui dorment là-bas au fond, là, il existe des tribus appartenant à 3 groupes linguistiques, les Iroquois, les Algonquins et les Sioux. Chaque groupe linguistique regroupe des peuples aux cultures différentes, qui eux-mêmes sont divisés en tribus, et ensuite en groupes familiaux plus ou moins grands. Et si certaines tribus ont juré allégeance ou passé des alliances avec des factions occidentales, ce n'est pas le cas pour toutes, loin de là, et dans l'imagerie des guets de l'époque, les Indiens se ressemblent un peu tous en plus. C'est à mi-chemin de leur but que Lewis et Clark se disent que ça vaudrait peut-être le coup d'avoir un interprète pour la suite du voyage. Parce qu'à partir des Rocheuses, c'est la terre presque inconnue. Avant, c'était cool, le Missouri s'est plutôt bien défriché et les Amérindiens sont connus. Après, ça se corse un peu. Les rares témoignages qui leur parviennent de cette région leur parlent d'une tribu, les Shoshones, qui ne seraient pas vraiment fans des Blancs. Et on peut les comprendre. Hein. Les Shoshones venaient des plaines du Grand Bassin et vivaient en mode Yakari, mais durant tout le XVIIIe siècle, ils se retrouvent à devoir migrer en permanence jusqu'à se retrouver très au nord, poussés par d'autres tribus, elles-mêmes virées de leurs terres par les Occidentaux. La troupe s'installe donc pour l'hiver à Fort Mandan, dans le Dakota du Nord, et Lewis et Clark recrutent un couple d'enfer. Le trappeur Toussaint Charbonneau et son épouse Sacagawea, ou Sacagawea, ou Sacagawea, on sait pas trop. Charbonneau est intégré à la troupe de Lewis et Clark car il parle plusieurs langues indiennes et que ces 2 femmes sont des Shoshones. Il partira avec une seule, celle qui nous intéresse. Même si les sources sont rares, on connaît ou on peut déduire les grandes lignes du passé de Sacagawea. Et autant vous l'avouer, elle n'a pas eu une vie de rêve.
La légende, le côté triplement symbolique de l'amérindienne, de la jeune mère courage et de la Supergirl qui amène une troupe de mecs droit vers le succès font du passé de Sacagawea un sac de nœuds énigmatique qui change selon qui le raconte. Mais il y a des invariants. Premièrement, elle est Shoshone, une tribu que les Blancs appelaient parfois les serpents, qui étaient nomades et dont on connaît pas mal la culture. Les femmes Shoshone n'étaient pas à l'égal des hommes, s'acquittaient des tâches domestiques et surveillaient les enfants, mais elles étaient aussi les diplomates de leur tribu et réglaient le plus souvent les conflits. Deuxièmement, Sacagawea a vécu dans ce contexte jusqu'à ses 10 ou 12 ans, où elle est enlevée par la tribu des Hidatsa. Et puis, un jour, Toussaint Charbonneau arrive et soit l'achète, soit la vole, soit l'enlève, soit la gagne à un jeu de hasard. Et il en fait une de ses femmes. Oui, une parmi d'autres amérindiennes. Sacagawea a alors plus de 12 ans, mais assurément moins de 14, ce qui condamne Monsieur Charbonneau aux 7 cercles de l'enfer dans pas mal de cultures. Si vous vous posez la question, ouais, c'était normal ce genre de comportement. Hein. Ceux qui vont vous être cités maintenant aussi d'ailleurs. Les années suivantes, elle doit probablement suivre son gentil mari, se prendre des tartes, être louée aux autres trappeurs pour que son mec se paye de l'alcool frelaté ou un peu de tabac. Bref, la vie sympa d'une native américaine dans le monde des trappeurs au début du 19e siècle. Et donc, en décembre 1804, étant sur le point ou ayant déjà accouché, Sacagawea est intégrée à la grande expédition Lewis et Clark. Sur le point ? Ouais, les historiens hésitent, mais c'est bien ça. La santé à l'ancienne. Marre des congés maternité ? L'inaction vous pèse ? Vous n'aimez pas l'hôpital et la prise en charge médicale ? Alors, partez en pleine nature accoucher dans un canoë au milieu des ours et des moustiques. Idéal pour les sensations et les infections. Séjour non remboursé par la Sécu. La santé à l'ancienne. Sacagawea mettra au service de l'expédition ses connaissances de la nature et de la vie de trappeur. Mais, aussi utile qu'elle pût l'être, la jeune femme avait très certainement été choisie pour ses qualités intrinsèques et pas pour ses connaissances, que d'autres avaient déjà dans l'équipe. Tu t'expliques ? On tape moins fort sur une femme, surtout si elle est de ton peuple et si elle a un mouffé dans les bras. Je vois. Ouais, c'est l'hypothèse retenue la plus souvent, hein. Ça ne l'empêchait pas d'envoyer du bois. Elle était dans un canoë avec son cher mari quand une tempête s'est levée. Charbonneau panique, mais elle reste zen. Évite le naufrage, empêche même que des livres et des instruments de navigation passent par-dessus bord. Et le tout en jetant un œil à son nouveau-né qui était soit dans son dos, soit dans un berceau au fond du rafio. Clark est si impressionné de son courage qu'il le note dans ses carnets et qu'il nommera un bras du Missouri en son honneur quelques jours après. À partir de là, Sacagawea ira souvent en reconnaissance avec Clark qui lui donnera un rôle bien plus important. Quelques jours plus tard, alors qu'ils approchent du sommet des Rocheuses, la troupe rencontre des Shoshones, à qui ils souhaitent vendre leur canoë et acheter des chevaux. Oh surprise, le chef des Shoshones se nomme Kamehameha et est le frère de Sacagawea. T'as pas l'air d'y croire à l'histoire du frangin. Parce qu'elle était la propriété d'un salaud notoire, et que les Shoshones n'étaient pas réputés pour être des comiques, qu'ils étaient toute une tribu face à 30 kikis, alors pourquoi elle les a pas laissés là avec leur cadasson et y retourner chez les siens? Nous on s'en demandait à son frangin qui était chef d'appuyer ses propos. Le patriotisme? L'amour inconsidéré? Le sens du devoir? Ou alors c'était pas son frère, et Clark a pas tout compris à ce qu'il a vu, parce qu'il ne connaissait pas grand chose aux coutumes des Shoshones. Ok, c'est plus crédible. Toujours est-il qu'elle mène la négociation à terme et qu'ils repartent dans les montagnes à d'autres dada. À partir de ce moment, Sacagawea devient membre à part entière de l'équipe et impressionne Clark par ses connaissances en médecine, en herbes sauvages, en pistage. Mais aussi utile qu'elle pût l'être, la jeune femme avait très certainement été choisie pour ses qualités intrinsèques et pas pour ses connaissances, que d'autres avaient déjà dans l'équipe. C'est vrai que quand t'as grandi chez les Amérindiens et que t'as épousé un trappeur par la suite, t'en connais assez sur les plantes, les grizzlies, les saumons sauvages et le soin des ampoules aux pieds pour épater un Clark qui se rêvait homme politique ou un Lewis qui était secrétaire du président. Ce qui est certain, c'est qu'elle a participé activement à la réussite de l'expédition. La présence d'une native américaine avec un bébé a très certainement facilité plusieurs pourparlers avec les Amérindiens rencontrés. Nous avons la preuve, grâce au carnet de Clark, qu'elle a convaincu les membres de l'expédition de son utilité, de ses connaissances et de son courage. Mais il ne faut sombrer ni dans un extrême. C'était une reine, enlevée dans son enfance, elle connaissait toutes les plantes, elle s'est battue contre 3 ours à main nue, et sans oublier le blédina et sans jamais se plaindre, ni même pleurer, ni dans l'autre.
Bah, ils l'ont sûrement prise avec eux pour respecter les quotas. Et puis elle devait être contente de voir toute l'ingéniosité des Occidentaux qui transforment son pays de sauvage en rêve civilisé, non? À la fin de l'expédition, à l'automne 1806, le groupe se sépare. Charbonneau et Sacagawea retournent s'installer à Mandan. Puis, 1 ou 2 ans plus tard, Clark propose à Sacagawea et à Charbonneau de prendre en charge l'éducation de leur fils, le petit Jean-Baptiste. Ils acceptent et rejoignent Clark à Saint-Louis dans le Missouri. Clark est alors le chef de la milice de Louisiane. La Louisiane de l'époque, celle qui englobe la moitié des USA de maintenant. Ce qui faisait de Clark un gars plutôt important quand même. En sus de la prise en charge de leur fils, Clark leur offre une ferme. Il devient également le parrain officiel du petit garçon. Hélas, au début de l'année 1811, que ce soit par appel de l'aventure ou à cause de piètres récoltes, Charbonneau et Sacagawea doivent abandonner leur ferme. On ne sait pas exactement ce qu'ils deviennent par la suite. Ils laissent leurs rejetons à Saint-Louis et vont et viennent dans le pays, enchaînant les expéditions où ils louent leurs services. Ils rentrent l'année d'après et Sacagawea donne naissance à une petite fille, prénommée Lisette, en août. Et comme pour la jeune indienne, un voyage en pleine nature avec un nouveau-né, c'est tranquille Bill, elle repart avec son mari pour une expédition commerciale pour un homme d'affaires nommé Lutig. En décembre 1812, Lutig écrira dans son journal la triste nouvelle. Cette nuit, la femme de Charbonneau, une squash chaude, est morte d'une fièvre putride. Voilà. Elle avait à peine 25 ans et elle laissa 2 enfants, Lisette âgée de moins d'1 an et Jean-Baptiste de moins de 8 ans derrière elle. Après la mort de sa mère, Jean-Baptiste fut pris en charge par son parrain, Clark. Quant à son père, on sait juste qu'il a monté un trafic de femmes indiennes à la mort de sa femme. Ce mec était ignoble? Lisette n'apparaît plus dans l'histoire et sans doute n'a-t-elle pas survécu à la mort de sa mère. Jean-Baptiste Charbonneau s'en tirera mieux et rencontrera à 18 ans un éminent prince allemand et partira en Europe avec lui. Il visitera plusieurs pays du vieux continent, puis l'Afrique, et rentrera en Amérique où il embrassera la carrière militaire et ira jusqu'au Nouveau-Mexique où il deviendra une sorte de gouverneur local, avant d'être viré pour avoir tenté d'améliorer le sort des tribus indiennes des environs. Maman a dû être super fière de lui. Concernant Sacagawea, sa notoriété est un peu complexe. Elle a vite été érigée comme symbole, et mettait un S à symbole, car elle est tour à tour figure féministe, notamment en prenant sa place dans le monument A Dinner Party de Gigi Chicago, où 39 figures féminines prennent place autour d'une immense table triangulaire. On en reparlera, parce qu'un des buts recherchés par Judy Chicago avec cette œuvre, c'était de dénoncer l'oubli des femmes dans l'histoire. L'humanité aimant les mythes un chouïa romancé, on en a parfois fait une princesse indienne, parfois une leaduse sans peur, et sa figure d'exploratrice mariée à un blanc, totalement de son plein gré j'imagine d'ailleurs, a même conduit certains adeptes de l'ironie à en faire une icône du Manifest Destiny, une idéologie très à la mode au 19e siècle, qui prétend que les États-Unis ont pour mission sacrée d'apporter la démocratie, la lumière, la religion et la liberté d'Est en Ouest. Ah, c'est pas les derniers à la déconne, les idéologues. De nos jours, il reste de Sacagawea quelques monuments, une pièce d'$1 or, plusieurs livres traitant de sa vie de manière plus ou moins romancée, et son apparition dans les films La nuit au musée. C'est d'ailleurs en regardant le film que j'ai appris son existence, Eh ouais, Hollywood m'a culturé. En fait, même si elle fut courte, la vie de Sacagawea est plutôt bien représentative de la condition des femmes amérindiennes dans les jeunes États-Unis. La mode était quand même à cette époque au traditionnel « convertis-toi ou meurs ». Couverture infestée de virus, alcool distribué, massacres, les colons avançaient dans le pays avec l'envie de christianiser et posséder ce continent immense et sauvage sans demander l'autorisation aux autochtones. Hélas, le cas de Sacagawea, vendu et passant de trappeur en trappeur pour quelques poignées de tabac, est loin d'être un cas isolé. On pouvait vendre, acheter ou distribuer des Amérindiens comme esclaves au même titre que les Africains du commerce triangulaire. Mais par sa débrouillardise, son savoir-faire et son courage, Sacagawea a réussi à suffisamment attirer l'attention de William Clark et a su devenir un personnage historique à part entière. Retour aux sources. Pour cette vidéo, nos sources ont presque entièrement été trouvées sur le net. Le Wikipédia, des articles en français et en anglais, des extraits du journal de Clark. Voilà ce qui nous a servi à vous livrer cette version de la vie de Sacagawea. Si vous pensez qu'on s'est trompé, fourvoyé, qu'on a raté des éléments primordiaux, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On est spécialiste de rien et surtout pas des chochonnes, et on assume pleinement ce fait.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu et que vous aurez une pensée émue pour cette Amérindienne pleine de ressources. La chaîne a été en sommeil un long moment, mais nous voilà repartis du bon pied. Et pas que la chaîne. Si vous ne connaissez pas, notre site manuelea.com rassemble tout ce que nous créons, mettons à votre disposition et vendons. Vous y retrouverez les bijoux et les dessins que Léa crée, des nouvelles, des petits romans, pas la news, et les liens pour commander Mes carnets d'exil, un roman fantastique, et Mistgard, un jeu de rôle sur table. Enfin, vous pouvez désormais nous soutenir grâce à Tipeee. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. A bientôt!